Laurence, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à la table ronde sur l'intelligence artificielle et l'édition indépendante, organisée dans le cadre du Salon Babelika, un projet conçu et animé par l'Alliance internationale des éditeurs indépendants. Je m'appelle Octavio Coulès, je suis un éditeur numérique et chercheur. Je suis argentin, mais en ce moment, je suis basé en Italie. Et je m'excuse face à mes collègues hispanophones, Pablo, Carlos, je crois qu'il y en a d'autres, mais comme nos invités sont francophones, je vais parler en français. L'intelligence artificielle occupe une place centrale dans les débats actuels. Cette technologie promet de révolutionner toutes les activités humaines, tous les secteurs, toutes les industries. Par exemple, on parle beaucoup de l'impact de l'IA, l'intelligence artificielle, sur la médecine et la santé, sur le monde des finances, sur le secteur agricole, sur les transports, etc. Et il faut reconnaître que l'IA commence à avoir un impact considérable sur les industries culturelles et créatives. Et le monde du livre n'en est pas une exception. Depuis à peine quelques mois, nous avons assisté à l'émergence de systèmes tels que ChatGPT, DALL-E, Midjourney et autres qui bouleversent le secteur de l'édition. Ces outils permettent, par exemple, de rédiger des textes de manière automatique, de faire des résumés, de créer des images d'une très très haute qualité, entre autres tâches. Sans doute, d'autres systèmes d'IA encore plus performants verront le jour dans les prochains mois et les prochaines années. Ce sont tous des systèmes d'apprentissage profond, deep learning en anglais, qui utilisent des réseaux neuronaux artificiels pour apprendre à partir de grandes quantités de données. Ces systèmes d'IA offrent de grandes opportunités, notamment une productivité accrue pour tous les acteurs de la chaîne du livre. Mais ils posent également d'énormes défis, comme nous le verrons sans doute plus tard. Par exemple, il s'agit des enjeux qu'on trouve en termes de propriété intellectuelle. Ces systèmes peuvent aussi introduire des biais dans les résultats. Ils peuvent aggraver les déséquilibres de genre. Ils peuvent entraîner des pertes d'emploi massives, ainsi qu'une perte de diversité du point de vue des expressions culturelles. Voilà donc quelques-unes des questions que nous pourrons aborder lors de cette table ronde. Nous disposons, comme expliqué Laurence, d'1 heure et demie au total. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions aux panélistes via le chat ou à la fin, on peut parler de vive voix. Je commence donc avec les présentations de nos invités. Dié Dia, formé au Sénégal et en France, est titulaire d'un doctorat en informatique, spécialisé en machine learning, donc apprentissage automatique, de l'Université d'Auvergne de Clermont-Ferrand. Elle dirige Aristark Conseil, une entreprise de services numériques installée au Sénégal et en Côte d'Ivoire. Elle partage son temps entre l'enseignement, la recherche dans le domaine de l'IA, le conseil et l'entrepreneuriat. René Audet est professeur titulaire à l'Université Laval, à Québec, et il est spécialiste de littérature contemporaine et de culture numérique. Il s'intéresse aux formes actuelles de la narrativité, à la transformation numérique du monde éditorial et aux littératures numériques. Il est le directeur du pôle Québec du projet de recherche Littérature québécoise mobile, directeur du laboratoire Exitu et de l'éditeur savant numérique Codicil. Alexandra Bensamoun est spécialiste de droit de la propriété intellectuelle et de droit numérique. Elle est professeure de droit privé et sciences criminelles à l'Université Paris-Saclay. Nommée personnalité qualifiée au Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique du ministère de la Culture français, elle est également experte pour l'UNESCO sur la Convention de 2005 sur la diversité des expressions culturelles. Elle vient d'être nommée experte au sein du Conseil stratégique de l'intelligence artificielle, présidé par la Première ministre en France. Donc, bienvenue à cette table ronde. Dié, René, Alexandra, merci beaucoup. Et j'avais
Une question d'abord pour René, qui peut peut-être nous servir comme une introduction au sujet de l'IA et l'édition. René, tu as écrit, ou co-écrit plutôt avec Tom Lebrun en 2020, ce livre blanc sur l'IA et l'édition. Pourrais-tu présenter le projet, surtout pour mieux comprendre quels ont été les enjeux et les opportunités que vous avez identifiés, ainsi que les recommandations que vous avez proposées? René? Merci Octavio. Donc, à l'automne 2020, après une bonne année de travail et d'exploration, Tom Lebrun et moi avons publié un livre blanc qu'on voulait être une sorte d'exploration assez large sur la place de l'intelligence artificielle dans le monde du livre. Il faut bien entendre que c'était il y a 3 ans, donc la recherche dans l'année précédente, presque 4 ans, c'était au début de la vague dans laquelle on se trouve de cette démocratisation des outils d'intelligence artificielle. On peut voir à distance que les choses ont à la fois beaucoup évolué, mais aussi assez peu changé. On a multiplié les outils, les ressources, convoquant de nouveaux algorithmes ou accroissant la taille des bases d'entraînement, mais on ne voit pas de transformation révolutionnaire depuis les principes observés en 2020. Quelle était la proposition de ce livre blanc? C'était de faire un portrait des avenues existantes ou en développement, en ciblant un peu les aspects de prospective, les besoins qu'on pouvait identifier selon les différents milieux, les limites des outils existants et l'exploration de quelques cas d'espèces qui pouvaient nous mener à identifier des pistes d'action, des recommandations qui persistent à travers le temps, mais qui demandent bien sûr à être mises à jour. Le secteur du livre et de la littérature est extrêmement large, bien sûr, et on a essayé de sérier notre exploration en fonction des enjeux liés à chacun des maillons de la chaîne du livre, même si évidemment tout le monde partage des mêmes préoccupations et qu'on y voit bien sûr des enjeux qui sont partagés. On pouvait s'intéresser, on continue de s'intéresser à la possibilité de prédire les attentes des lecteurs. Pour un éditeur, pour un auteur, une autrice, il faut pouvoir voir qu'est-ce qui est en train de se dessiner comme tendance, ou quelles sont les attentes du public. Évidemment, on peut utiliser des données qui sont existantes pour pouvoir essayer de planifier et de mieux s'arrimer à ces souhaits. On a le cas d'école qu'on connaît bien de House of Cards, où Netflix a bien identifié qu'il y avait une grande tendance, une grande affection pour les trailers politiques, pour la politique américaine, et que le personnage, presque un personnage, mais l'acteur Kevin Spacey aussi était très apprécié. Donc, on a construit autour de ces paramètres identifiés par l'analyse de données une série qui pouvait répondre à ces deux éléments de préférence du public éventuel. Dans le domaine de la littérature, du livre, il faut aussi se poser des questions. Où sont les données existantes? Bien sûr, on a des grands sites de commentaires de lecture comme Goodreads. Des grands groupes comme Amazon ont évidemment leur propre bagage de données sur les transactions qui ont été effectuées. On a des outils qui sont plus localisés aussi. Si on pense au milieu du Québec, la plateforme kialu.ca qui fonctionne un peu à la façon de Goodreads ou qui permet d'aller chercher des appréciations un petit peu plus précises auprès d'un public ciblé. On peut travailler à partir des données de vente des libraires, même si on est dans une zone qui est un peu délicate, qui suppose la collaboration et l'ouverture des données, où il peut y avoir, bien sûr, des enjeux de protection des données ou des informations commerciales liées à telle librairie ou à tel groupe commercial. D'autres données existent de plus en plus, c'est le cas au Québec, je crois qu'en France, ça se développe un peu plus tranquillement. Ce sont les données de lecture du prêt numérique qu'on voit en bibliothèque.
qui sont aussi des mines importantes de données sur les préférences, sur les corrélations qu'on peut établir. Tel lecteur de roman policier va apprécier tel type de roman historique. Ah, on est capable d'établir une corrélation, on est capable d'étudier ces données et donc de pouvoir améliorer la prédiction qu'on peut faire des attentes de lecture. Tout ça, bien sûr, pose des questions sur nos capacités à faire des corrélations. Si on se dit on veut un roman avec une figure féminine forte qui est sur le mode de l'enquête et qui implique plein de cadavres, ah, bien sûr, Cathy Reich est passée par là. Donc, il faut pouvoir renouveler notre regard. Est-ce qu'on est capable d'identifier des tendances à partir de ces données qui sont fiables et qui prennent en compte les marchés nationaux dans lesquels on se trouve, puisqu'on peut vouloir identifier les intérêts d'un marché très précis. Bon, pour prendre l'exemple où je me trouve, est-ce qu'on est capable de différencier les lecteurs francophones du Québec ou du Canada français par opposition aux jeunes lecteurs anglophones issus de milieux socioculturels associés à l'immigration? On est vraiment dans la niche, mais c'est souvent sur des paramètres socioculturels qu'on peut intervenir et voir des singularités. Bien sûr, ce jeu de prédiction offre un avantage clair aux groupes commerciaux ou aux conglomérats commerciaux de grande taille, puisqu'ils ont des données et encore des données, et que les développements vont souvent se faire à l'intérieur de ces grands groupes, peut-être au détriment des éditeurs indépendants, puisqu'ils auront moins de données disponibles à mettre en pâture aux algorithmes. Donc, c'est un volet qu'on avait pu explorer. Il y en a évidemment plusieurs autres. Je vais peut-être essayer d'y passer plus rapidement pour vous donner un aperçu. Du point de vue de la création de contenu pour des ouvrages, pour la littérature, on a bien sûr toutes ces idées préconçues et qui ne sont pas totalement fantaisistes de dire que les outils d'intelligence artificielle peuvent écrire des livres. On le voit notamment sur Amazon, on va peut-être y revenir. Mais en réalité, l'usage le plus commun, c'est que l'intelligence artificielle va agir comme un assistant d'écriture, permettant de suggérer des thèmes, de coécrire certains passages de texte, d'opérer certains pastiches, ou dans certains cas, des outils spécialisés qui vont permettre de créer, disons, des récits de jeux de rôle comme AI Dungeon ou de pouvoir agir sur des écritures très spécialisées en fonction de sous-genres ciblés. On a toutes sortes de métamoteurs maintenant qui existent, qui permettent de mobiliser différents outils d'intelligence artificielle et qui viennent intervenir dans le geste de création. Cet impact, il est sensible. On voyait dans Livre Hebdo, le périodique spécialisé en France, qui avait récemment fait un double article sur l'écriture avec une intelligence artificielle, bon, qui était un article semi-promotionnel, mais néanmoins, cette sensibilité, elle est très perceptible dans le milieu du livre et on s'aperçoit bien que c'est une réalité et non pas simplement une crainte que l'on a actuellement, puisqu'on voit qu'il y a toutes sortes de développements qui sont intégrés, pas nécessairement uniquement dans l'écriture littéraire, mais de façon plus large dans le domaine de la communication. Il y a une proportion non négligeable des articles sur les fils de presse qui sont totalement écrits par intelligence artificielle. Donc, ces outils s'insèrent dans les usages quotidiens, mais cela pose bien sûr des questions du point de vue juridique, sur la question du droit d'auteur. Il y a toutes sortes de procès et de poursuites qui sont en cours de route, notamment aux États-Unis, mais pas que. Mais ça a aussi bien sûr des enjeux idéologiques, puisque les thèmes mobilisés par les outils d'intelligence artificielle, les représentations du monde, peuvent refléter certains biais ou certaines distorsions que l'on voit dans les banques de textes qui sont étudiés par les outils d'intelligence artificielle, mais on pourra peut-être y revenir. Ces outils jouent sur la création, mais ils peuvent également assister les éditeurs pour contribuer à optimiser le travail sous différents angles.
Certains outils vont permettre des lectures initiales de manuscrits, permettant de les classer, par exemple, par genre littéraire, ou même d'analyser les manuscrits en fonction d'établir un score de best-seller éventuel. Mais surtout, on verra ces outils en révision linguistique qui permettent à la fois de repérer autant la coquille que d'améliorer certains aspects de style, permettent bien sûr, et ce n'est pas pour faire peur à nos interprètes, mais opérer la traduction de textes qui permettent de faire circuler davantage certains manuscrits dans différents espaces linguistiques nationaux différents. D'autres outils vont permettre de produire de façon automatisée des livres audio venant chercher là un public différent. Tout l'enjeu là est bien sûr de maintenir la décision humaine ou le jugement humain dans ces processus. Il ne faut pas trop céder à l'éclairage ou au choix qui est proposé mécaniquement. Il ne faut pas non plus lisser le style inutilement et garder par là certaines singularités culturelles. Ce qu'on voyait également dans notre livre blanc, ce sont aussi bien sûr des capacités d'action dans le monde de la distribution et de la diffusion. On est là dans des enjeux un peu plus spécifiques, davantage dans des stratégies commerciales pour prédire les stocks à produire pour certains livres ou pour optimiser les stocks, optimiser la livraison. C'est très, très technique, mais ça peut être très capital. On le voit ne serait-ce que dans les entrepôts d'Amazon qui changent des stocks de livres ou d'articles d'un entrepôt à l'autre en fonction des bassins d'acheteurs potentiels. Ça peut avoir bien sûr une incidence sur la grille d'office qui permet de sélectionner les livres qui sont distribués dans certaines librairies en fonction de territoires sociodémographiques donnés, en disant, bon, ben, est-ce que l'analyse, disons, du revenu moyen dans un certain secteur va faire en sorte qu'on va distribuer ou pas certains livres? On peut bien sûr mobiliser des outils de cette façon-là. On n'est pas dans l'analyse d'un texte littéraire, bien sûr, mais bien davantage dans une méta-analyse de données sur un environnement socio-culturel ou sociopolitique. Tout ça rejoint l'enjeu profond de la description des ouvrages, ou plutôt des métadonnées associées aux ouvrages, qui vont permettre de faciliter l'insertion ou l'identification de livres en fonction de paramètres, que ce soit certains mots-clés, que ce soit lié à certains genres littéraires en fonction de certaines tendances littéraires. Mais il faut pouvoir arriver à un bagage de métadonnées qui va servir ces ensembles de livres qui sont produits par les éditeurs d'un pays ou d'un groupe culturel en fonction d'une distribution qui va être optimisée. Et c'est toute la question, pardon, de la bonification de l'accès aux livres et de la recommandation, puisque les libraires ont une connaissance souvent limitée de la production, puisque les livres sont produits en plusieurs centaines à chaque année dans chaque territoire national. Et il faut pouvoir assister cette recommandation-là et la paramétrer en fonction de facteurs de langue, de culture locale ou régionale, en fonction d'événements qui se passent dans un environnement. Est-ce qu'il y a un festival d'art littéraire où on veut pouvoir prévoir le bagage de livres nécessaire ou avoir un stock intéressant pour les amateurs d'un Comic-Con qui vont vouloir avoir accès rapidement à certains livres. Et donc, cette planification-là, qui est possible par des êtres humains avisés qui sont à l'affût des événements, peut être assistée, peut faire l'objet de suggestions par des outils d'intelligence artificielle qui vont venir appuyer la recommandation ou la mise en place de certains livres dans des lieux de vente au profit d'événements culturels, au profit d'une meilleure stratégie commerciale fondée sur une lecture appropriée du milieu, mais aussi en fonction peut-être d'une analyse de données qui dépasse la capacité humaine de saisir tout ce qui est en train de se passer. Donc, en quelques mots, Octavio, si tu me permets, simplement garder en tête qu'il y a deux perspectives nettes qui se détachent
selon les possibilités d'insertion de solutions d'intelligence artificielle dans ces secteurs. Donc, l'intelligence artificielle comme outil, donc c'est un assistant, un facteur d'augmentation de l'intelligence qui permet de s'ajouter pour alléger certaines tâches cléricales ou certaines tâches rédactionnelles. Et donc, les données sont le fond monstrueux de discours sur lequel s'entraînent toutes les intelligences artificielles. Donc, première perspective, l'IA comme outil, mais c'est aussi un adjuvant d'analyse de masse de données aux fins davantage commerciales ou décisionnelles, que ce soit la préanalyse de manuscrits, des opérations de traduction, la gestion des stocks et des offices, mais aussi une capacité à mieux lire transversalement les attentes des lecteurs et formuler des recommandations d'achat ou de lecture. Il faut donc avoir en tête certaines sensibilités ou se prémunir de certaines précautions, notamment faire attention à cette espèce de mélange idéologique et culturel que les outils d'IA peuvent provoquer, qui tendent parfois à une sorte d'uniformisation sans saveur ou sans culture dans ce fond discursif qui est plutôt mondial. Et il ne faut pas non plus substituer le jugement, la sensibilité et la subjectivité humaine par des mécanismes qui opèrent par recoupement de données et par statistiques. C'est là, bien sûr, la caractéristique centrale de l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, René. Et j'aimerais poser maintenant une question à Dié pour enchaîner un peu avec un sujet que René vient de mentionner, qui est celui des biais. Et les grands modèles de langage, GML en français ou LLM en anglais, donc Large Language Models, comme ChatGPT et autres, ont été décrits par certains experts comme des perroquets stochastiques. C'est-à-dire comme des machines qui sont très puissantes, mais qui ne sont pas vraiment intelligentes, car elles ne peuvent que répéter ou reproduire les informations avec lesquelles on les a entraînées. Et un des problèmes qui apparaissent dans ce contexte, comme le mentionnait René, est celui des biais. Puisque les bases de données avec lesquelles on a alimenté les machines ne sont pas nécessairement représentatives de l'ensemble de la société, les résultats proposés par les systèmes d'apprentissage profond peuvent être biaisés et affecter négativement certains groupes sociaux. Donc, ma question est, comment on étudie maintenant la question des biais et surtout, quels sont les outils qu'on a qui sont disponibles pour mitiger les biais quand on travaille en apprentissage profond et surtout avec ces systèmes comme ChatGPT et autres? Alors, merci pour la question. Donc, par rapport au biais et à l'impact, j'ai envie de dire, de ces grands modèles de langage, donc comme ChatGPT, d'OpenAI, sur le monde du livre, on peut voir globalement trois impacts. Donc, ce n'est pas seulement dans le monde du livre, hein, dans d'autres industries aussi, mais trois impacts. Le premier, je dirais l'exclusion. Donc, en fait, les biais dont vous avez parlé précédemment peuvent exclure ou sous-représenter donc certaines voix, des expériences. Et donc, les textes qui sont générés peuvent ne pas refléter de manière donc équilibrée la diversité culturelle, la diversité ethnique ou bien de genre. Et donc, du coup, ça veut dire que derrière, on a une vision assez limitée du monde. Donc, ça, c'est vraiment le premier point. Le deuxième impact, c'est sur les recommandations. Donc, René en a parlé. Dans le monde de l'édition et de la recommandation de livres, aujourd'hui, les grands modèles de langage peuvent influencer les recommandations de lecture, donc en fonction des biais qui sont déjà présents dans des textes qui ont permis de former le modèle. Donc, cela peut entraîner du coup une homogénéisation des choix de lecture. Et enfin, le troisième point, c'est vraiment la perpétuation donc de stéréotypes, je vais y arriver. Et donc, du coup, les grands modèles de langage peuvent involontairement perpétuer des stéréotypes sociaux et culturels qui sont présents dans les textes, donc toujours dans les bases de données d'apprentissage.
Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'ils peuvent renforcer des stéréotypes de genre ou de préjugés ethniques, encore une fois, dans les descriptions de personnages, d'événements, etc. Donc, voici un peu les trois impacts qu'on peut voir dans le monde du livre. Maintenant, par rapport aux solutions, il y en a plusieurs. On peut avoir des solutions au niveau des données même, c'est-à-dire que la base d'apprentissage, eh ben, elle peut être formée de manière à ce qu'on puisse avoir une base de données qui soit représentative. Donc aujourd'hui, c'est d'utiliser des bases de données donc, qui sont représentatives, en tout cas le plus possible, enfin, et qui reflètent pardon, la diversité de la société. Et donc, cela nécessite une collecte qui soit plus proactive et qui inclut du coup des perspectives et des voix des sous-représentés. Donc, le deuxième, toujours par rapport aux données d'apprentissage, c'est de pouvoir travailler sur la partie nettoyage des données. Donc, au niveau du pré-traitement des données, donc, qui vont constituer la base d'apprentissage du modèle, c'est qu'on essaye de réduire les biais existants. Et donc, pour cela, on va faire un travail de suppression ou bien de pondération de ces biais, de ces données biaisées. Donc, ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est par rapport à l'évaluation et les tests. Donc, c'est d'effectuer des évaluations qui soient rigoureuses, des résultats générés par ces grands modèles pour pouvoir identifier, donc en tant qu'humain, identifier les biais et donc retravailler sur ces modèles pour améliorer ces biais. Derrière, ça veut dire qu'il y a de la transparence, c'est-à-dire que l'idée, c'est de dire aux grands fournisseurs de modèles de fournir au grand public ou bien aux gens qui vont vraiment utiliser les modèles des informations sur les bases d'apprentissage, donc les données utilisées, les informations sur les modèles et donc des potentiels biais et donc des biais potentiels du coup des sorties générées. Et donc, cette transparence va permettre aux gens qui vont utiliser les résultats d'être peut-être plus regardants et plus critiques par rapport aux résultats et peut-être de modifier d'une certaine manière ces résultats-là. Donc, ça, c'est vraiment cette partie où on essaye de mieux informer, en tout cas, les utilisateurs finaux. Une piste de solution aussi, c'est vraiment la collaboration avec les diverses communautés. C'est-à-dire que l'idée, c'est que les experts collaborent avec les communautés qui sont sous-représentées pour mieux comprendre les problèmes de biais et élaborer ensemble des solutions qui soient appropriées. Et enfin, et René en a parlé, euh, c'est de travailler aussi sur la partie régulation. Donc, les gouvernements, industries, l'ensemble des experts doivent se poser et explorer donc de la réglementation, les directives éthiques pour guider l'utilisation des grands modèles et garantir du coup une utilisation responsable. Donc, voici quelques pistes de solutions qu'on pourrait utiliser pour euh, améliorer, en tout cas, enfin, faire en sorte qu'il y ait moins de biais dans ces modèles-là. Merci beaucoup, Lié. Et j'aimerais profiter du fait que tu as mentionné la question de la régulation pour poser une question maintenant à Alexandra, qui est liée à l'éthique de l'IA. Et parce que je pense que ce sujet de l'éthique de l'IA est un thème très important pour le monde du livre, pour tout le secteur culturel, car l'IA est une technologie extrêmement puissante avec un impact énorme qu'il faut réguler. Il y a de nombreux textes au niveau international qui ont comme but de réguler le développement et l'usage de l'IA, comme la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA ou la loi sur l'IA de l'Union européenne, etc. Alexandra, pourrais-tu nous parler de ces documents sur l'éthique de l'IA et aussi sur comment nous pouvons mettre en place ces principes, ces valeurs, ces pistes d'action? Merci beaucoup, Octavio. Ravie d'être parmi vous ce soir. Alors, il y a eu en effet, on va dire, plusieurs initiatives au niveau de la norme, au niveau de la régulation de l'intelligence artificielle. On a eu quand même un peu le sentiment au départ que tout le monde partait un peu en ordre dispersé, puisque toutes les autorités intergouvernementales euh, on produit des recommandations, des lignes directrices, des résolutions, voilà, beaucoup
un foisonnement de textes. Si on doit un petit peu mettre en cohérence tout ça, en s'intéressant aux principales autorités peut-être, hein, l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, l'OCDE, l'UNESCO également que tu as cité, Octavio, on va dire qu'il y a deux axes d'intervention qu'on peut tout à fait identifier. D'un côté, certaines autorités cherchent à sécuriser le marché et à stimuler l'innovation. Et d'un autre côté, d'autres autorités intergouvernementales cherchent au contraire à préserver les droits de l'homme et à préserver la société de manière générale. Et on voit bien que dans ces deux axes, eh bien, chacun intervient conformément aussi à son mandat politique. Donc l'Union européenne et l'OCDE sont plutôt sur des interventions premier axe, donc sur le marché, sur la création d'un marché et de potentiel, donc pour stimuler l'économie et l'innovation. Et puis, le Conseil de l'Europe et l'UNESCO sont plutôt dans un axe protection des droits fondamentaux. Cela étant, ces deux directions qui peuvent sembler a priori en opposition ne le sont pas. On voit d'ailleurs tout à fait les problématiques se rencontrer. Par exemple, tu as cité la recommandation de l'UNESCO. Dans la recommandation de l'UNESCO, bien sûr, il s'agit de mettre l'homme, l'être humain au centre de la réflexion et donc de faire une intelligence artificielle au service de l'être humain. Et pour autant, on y parle également de l'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle comme on le réglemente exactement dans la future loi sur l'intelligence artificielle européenne, hein, puisque on est en cours de trilogue au niveau européen, donc les autorités sont en train de s'entendre, les autorités européennes hein, sont en train de s'entendre sur une version commune entre les différentes versions qui ont circulé de la Commission, du Parlement et du Conseil de l'Union européenne. Il y a en ce moment même les trilogues politiques qui vont nous permettre d'aboutir à une version commune, une version finale qui sera ensuite votée. Voilà, donc on voit bien quand on essaye de mettre en cohérence ces deux axes qui au départ peuvent paraître contradictoires, mais qui en réalité sont très complémentaires et les différentes autorités ne s'oublient pas les uns les autres. Dans l'Artificial Intelligence Act, hein, la proposition de règlement européen, il y a évidemment des questions de droits fondamentaux. Lorsque certains usages de l'IA sont prohibés, comme par exemple la reconnaissance faciale dans l'espace public ou le crédit social, la notation sociale, eh bien, c'est au nom de valeurs que l'Union européenne veut porter et donc au nom des droits fondamentaux. Voilà, rapidement, comment je peux répondre à ta question sans entrer trop dans le détail? Merci beaucoup, Alexandra. Et j'aimerais poser maintenant une question de nouveau à Didier. Puisqu'on parle de l'éthique, on a parlé des biais, la régulation. Et maintenant, le problème du déséquilibre de genre au sein du monde IA, qui peut finalement avoir un impact négatif dans d'autres industries dans lesquelles l'IA commence à s'utiliser de plus en plus. Donc, si nous avons une industrie de l'IA qui est, comme on le sait bien, déséquilibrée en termes de genre, est-ce que cela n'aura pas peut-être des impacts négatifs dans d'autres industries, comme l'industrie du livre, qui commence à utiliser l'IA de plus en plus et donc à travailler plus avec ces compagnies d'IA? Est-ce que et même au sein de l'industrie de l'IA, est-ce que tu as vu des progrès en termes d'équilibre de genre dans les dernières années ou nous sommes dans le même problème qu'il y a 10 ans? Alors, effectivement, enfin, le problème du déséquilibre de genre, enfin, du manque de femmes dans les STEAM et, enfin, en général, c'est pas forcément que l'IA, dans les sciences informatiques, dans les sciences de manière générale, il y a toujours ce déséquilibre entre les hommes et les femmes. Au niveau de l'IA, enfin, et même, je pense même de l'informatique de manière générale, on a vu quand même qu'il y a des progrès et des initiatives. C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
au niveau, par exemple, de l'éducation, on le voit dans nos pays en Afrique, mais même partout ailleurs, on a de nombreuses organisations et universités qui ont lancé des programmes et des initiatives pour encourager les femmes à poursuivre des carrières en informatique et en IA. Donc, ces initiatives comprennent on peut avoir des bourses d'études, des mentorats, des événements de sensibilisation. Rien que l'année dernière, au mois de décembre, j'ai été invitée au World Science Forum de 2022, donc en Afrique du Sud, pour sensibiliser sur ces sujets. Donc, parler un peu de mon expérience en tant que femme dans l'IA et comment j'ai réussi à faire des choses, en fait. Donc, il y a quand même pas mal d'initiatives. Ça, c'est un progrès. Le deuxième, c'est par rapport au leadership féminin. Donc aujourd'hui, on a une augmentation quand même du nombre de femmes qui occupent des postes de direction dans le domaine de l'IA et de la technologie. Et ça sert de modèle pour les jeunes femmes qui veulent faire des carrières similaires. Je pense à Fei Li, qui est professeure d'informatique et de sciences de la vision, donc computer vision, à l'université de Stanford, qui a été directrice de l'intelligence artificielle chez Google Cloud et cofondé une organisation AI for All, donc qui promeut la diversité dans l'IA. Donc, c'est une personnalité majeure, en tout cas dans le domaine de l'IA. Et derrière, elle a encadré pas mal de chercheurs qui aujourd'hui font de l'IA, de l'éthique de l'IA dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine de l'industrie. On peut penser aussi à Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, qui a joué quand même un rôle majeur dans l'élaboration de politiques liées à l'IA. Donc, je pense qu'Alexandra peut-être pourra revenir sur ces éléments-là. Donc, il y a vraiment le deuxième point, c'est qu'en termes de leadership féminin, il y a eu aussi des progrès. Le troisième point sur lequel je pourrais aussi revenir, c'est par rapport à la recherche sur tout ce qui est biais éthique. On a quand même vu pas mal de chercheuses qui ont joué un rôle actif dans la recherche sur les biais dans l'IA, en mettant en évidence, bien sûr, donc des problèmes de genre et en plaidant pour les algorithmes plus équitables et inclusifs. Donc, je pense à Timnit Gebru, qui d'ailleurs a été encadrée par Fei Li, donc qui est une chercheuse en IA et en éthique qui a travaillé sur la détection et la réduction des biais dans les modèles de langage. Elle a été co-auteure de travaux importants qui mettent en lumière des biais de genre et de race donc dans les modèles. Elle a travaillé avec une autre chercheuse, Joe Lawini, je ne sais pas si je le prononce bien, qui est fondatrice donc du projet Algorithmic Justice League et qui est une chercheuse qui s'est concentrée vraiment sur la lutte contre les biais donc dans tout ce qui est reconnaissance faciale. Donc en fait, il y a quand même pas mal de chercheuses qui s'activent dans le domaine. Par contre, les défis persistent. Donc même s'il y a eu des progrès, il reste quand même mineurs, enfin pas mineurs, je dirais pas mineurs, mais on a quand même une faible représentation. Les femmes, elles restent sous-représentées dans les programmes d'études en informatique en IA, donc ce qui limite la diversité des perspectives du coup dans ces domaines. Il y a, comme dans beaucoup de domaines, un écart de rémunération. Donc, les femmes sont souvent confrontées à un écart de rémunération par rapport à leurs homologues masculins. Donc, dans l'industrie technologique, dans l'IA aussi, c'est vrai. On voit aussi tout ce qui est harcèlement, discrimination, qui fait que, c'est des problèmes qui font que ça dissuade les femmes à poursuivre des carrières dans l'IA. Et enfin, le dernier point que je ne cesse de répéter encore et encore, c'est le manque de modèles. C'est-à-dire que malgré tous les progrès qui ont été faits, il y a toujours un manque de modèles féminins bien établis dans le domaine. Aujourd'hui, les femmes qui sont remarquables dans le domaine, c'est des femmes qu'on ne va pas voir dans les médias ou bien qui ne sont pas mis en avant au niveau des médias. Donc, c'est des femmes qui ne peuvent pas forcément jouer leur rôle de modèle, en fait. Et ça, c'est bien dommage. Donc, voici les défis qui persistent malgré l'ensemble des progrès qu'on a pu voir ces dernières années. Merci beaucoup, Didier. Et Alexandra, un autre enjeu maintenant. On a parlé donc des équilibres de genre, les biais. Un autre enjeu très, très important est la question de droit d'auteur. IA et droit d'auteur. Où en sommes-nous? Parce que je sais que récemment, la justice américaine a dit qu'une IA ne peut pas être la véritable créatrice d'une œuvre,
Mais du point de vue de l'input, de l'intrant, c'est-à-dire les données qu'on a utilisées pour alimenter les machines, il y a là un gros problème qui est qu'est-ce qu'on fait par rapport aux droits d'auteur des créateurs et des créatrices qui sont les propriétaires du droit de ces ouvrages, avec des chansons, des textes, etc. Où en sommes-nous de ce point de vue? Alors ça, c'est vraiment, on va dire, la question qui agite aujourd'hui en matière de droit d'auteur et de droit connexe, droit voisin du droit d'auteur. On a tous en tête, euh, par exemple, The Next Rembrandt, hein, le tableau à la manière de Rembrandt, ou alors d'Adiskar, ce titre à la manière des Beatles. On sait très bien que les IA génératives sont nourries en fait par une base d'entraînement. Et dans cette base d'entraînement, bien, il y a des contenus qui sont protégés par le droit d'auteur ou par les droits voisins du droit d'auteur. Alors, où est-ce qu'on en est par rapport à cela? Est-ce que le fait de reproduire des contenus protégés et de les fouiller, c'est-à-dire de les déconstruire pour en tirer des tendances, des corrélations, eh bien, c'est un acte d'exploitation ou pas au sens du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur? La question se posait et elle a été, on va dire, peut-être partiellement tranchée. Elle a été partiellement tranchée au niveau européen, où le législateur européen a mis en place 2 exceptions de text and data mining, donc 2 exceptions de fouille de texte et de données. La première exception concerne, elle est très limitée, elle est très cadrée, c'est le champ académique, c'est au bénéfice des institutions de recherche et des institutions du patrimoine culturel. Donc, dans ce cadre, pour permettre la recherche scientifique, eh bien, on va faire exception aux droits d'auteur et aux droits voisins pour ces actes en amont d'utilisation d'œuvres ou de contenus protégés. Alors, c'est très cadré, hein, c'est une exception qui est limitée et elle n'est pas nécessairement, on va dire, contestée d'ailleurs par les titulaires de droit. On va dire que c'est un besoin pour la recherche, hein, de fouiller et puis de pouvoir également vérifier des résultats de recherche, mais c'est très cadré. C'est vraiment le secteur de la recherche scientifique. Et puis, en cours de discussion de la directive 2019, hein, Digital Single Market, est apparue une 2e exception qui est là le text and data mining à finalité commerciale. Ça, en fait, c'est le text and data mining pour tous les usages, y compris les usages commerciaux, sans que ce soit réservé à des acteurs particuliers. Ça peut être des acteurs privés, des acteurs publics. Et la finalité peut être une finalité commerciale. Donc, on ferait une exception au droit d'auteur et aux droits voisins du droit d'auteur pour ensuite permettre éventuellement un projet commercial de la solution ou du résultat. Et ça, évidemment, ça peut heurter les titulaires de droit. Comme cette exception était vraiment très expropriante, hein, on va dire, pour les titulaires de droit, eh bien, il y a eu une condition qui a été ajoutée à cette exception, et c'est la suivante dans le texte européen, donc, à la condition que les titulaires de droit n'aient pas exercé leur opt-out, c'est-à-dire à la condition que les titulaires de droit ne se soient pas opposés à être fouillés par des moyens lisibles par machine, nous dit le texte. Évidemment, on était en 2018-2019 quand on discute de ça. Il n'y a pas de mise à disposition des IA génératives à l'époque et donc ça passe un peu sous les radars finalement. Enfin, les enjeux réels de cette exception passent un peu sous les radars et d'ailleurs, on le voit bien parce que dans un des considérants de la directive, on nous dit comme le préjudice est minime, c'est même pas la peine de compenser cette exception. Peut-être que le législateur européen ne dirait pas la même chose aujourd'hui. Je ne suis pas certaine que le préjudice aujourd'hui soit minime à ce point pour les titulaires de droit. Mais c'est vrai qu'il faut rendre justice, hein, on discute à une époque où on n'a pas la conscience qu'il va y avoir comme ça des IA génératives grand public. Pas du tout. On ne pense pas que les créations générées par une IA vont prendre une place aussi importante, ou les créations assistées d'ailleurs par une IA vont prendre une place aussi importante. Donc,
aujourd'hui, on en est là au niveau européen, avec ces exceptions de text and data mining, mais des exceptions qui sont très contestées, où on a vu des parlementaires européens dire qu'il faudrait peut-être revoir la copie sur ce sujet, hein, qu'il faudrait peut-être rediscuter de cette question. On voit aussi des titulaires de droit au niveau européen qui s'opposent à ce système ou des titulaires de droit qui font des démarches pour essayer de faire l'opt-out justement et de rendre l'opt-out efficace. Ce qui n'est pas facile, hein, des moyens lisibles par machine, comment savoir si c'est efficace, si ça n'est pas contourné, etc. C'est quand même quelque chose d'assez compliqué. Ça, c'est pour la situation au niveau européen. La situation n'est pas partagée partout, puisque c'est en Europe qu'on a ce type d'exception. Elle n'existe pas dans tous les pays. Par exemple, aux États-Unis, il y a des procès en cours pour savoir si la fouille de texte et de données, c'est fair use ou pas. Donc, on le saura peut-être dans les prochains mois. La situation est encore différente dans d'autres États, par exemple au Japon, où il existe une exception très particulière lorsqu'on ne jouit pas de l'œuvre, eh bien, c'est comme si on ne mettait pas en œuvre le monopole. Donc là, on considère qu'il n'y a pas nécessairement de jouissance de l'œuvre. Voilà, on n'est pas harmonisé, on va dire, pour le moment sur ce sujet, mais c'est vraiment un sujet qui anime un peu les industries culturelles partout dans le monde. C'est un sujet, finalement, c'est un sujet de chaîne de valeur et de partage de la valeur. Lorsque on utilise des contenus pour créer de la valeur en aval, eh bien, il faut que la chaîne de valeur puisse participer à cette richesse. Merci Alexandra. Et je reviens vers René avec une question qui est liée à la question au sujet de la découvrabilité. Donc, la découvrabilité d'un contenu étant la capacité d'un contenu à être repéré parmi un large ensemble, un vaste ensemble d'autres contenus, surtout par des personnes qui n'en faisaient pas nécessairement la recherche de ce contenu. Et quel est, de ton point de vue, quels sont les enjeux et les opportunités de la découvrabilité à l'ère de ChatGPT et l'IA générative? Est-ce que ça change un peu la donne sur ce point? Évidemment, il faut voir que ChatGPT est un outil conversationnel, donc facilement accessible pour le commun des mortels. Le portrait de l'intelligence artificielle que je pouvais dépeindre un peu plus tôt renvoyait à des outils qui ne sont pas des outils facilement opérables par toute personne qui n'a pas de compétences techniques. ChatGPT rend ça facile, au sens où on interroge, on pose des questions et on s'aperçoit bien que le rôle d'un outil conversationnel, c'est de faire une forme de synthèse ou de sélection à partir des sources qu'il va pouvoir identifier. Et donc, de dire suggère-moi un roman français contemporain qui parle, je ne sais pas moi, de la Deuxième Guerre mondiale, va permettre d'aller fouiller dans des sources différentes. Et l'intérêt actuellement de tels outils, c'est de pouvoir avoir accès directement aux sources. Et c'est là où il y a à la fois un danger et une richesse. C'est que les gens peuvent simplement prendre la réponse au premier niveau et où il peut y avoir des dérives, des erreurs possibles dans le travail d'agrégation des informations. Mais il faut pouvoir ne pas se laisser absorber par ces erreurs qui sont peut-être inévitables ou qui sont mal contrôlées pour l'instant, pour aller voir les sources et mieux comprendre l'information qu'il y a derrière. C'est donc, oui, un avantage d'avoir accès à des sources, c'est de pouvoir s'y reporter et l'accès en est simplifié parce qu'on n'a pas besoin d'avoir à maîtriser la syntaxe des requêtes à formuler dans des moteurs de recherche qui sont basés sur des métadonnées. C'est une approche beaucoup plus simple. Mais l'enjeu fondamental face à de tels outils, c'est évidemment un enjeu de littératie, où il faut pouvoir bien former les utilisateurs et utilisatrices, il faut pouvoir développer leur sens critique, d'une part, et par ailleurs, il faut s'interroger sur la qualité des métadonnées.
qui sont donnés à ces outils directement ou indirectement, parce qu'il faut pouvoir être capable d'obtenir les résultats que l'on souhaite comme utilisateur, à savoir, est-ce qu'on est capable de repérer, par exemple, des œuvres de culture minoritaire? Parce qu'encore là, question de biais, question de statistiques, et ça rejoint les enjeux dont il a été question plus tôt. Les cultures minoritaires sont généralement très mal desservies par des outils qui fonctionnent par statistiques. Est-ce qu'on est capable de repérer des romans québécois? Est-ce qu'on est capable d'avoir accès à des œuvres acadiennes, martiniquaises, de repérer une œuvre en langue bretonne? Parce que ces métadonnées que l'on peut naturellement voir associées à ces œuvres ne sont pas nécessairement prises en considération par des moteurs qui nous permettent de repérer des œuvres de littérature, et moins encore par des outils généralistes comme ChatGPT, qui va simplement fonctionner de façon statistique pour récupérer les principales informations associées à un titre, par exemple. Et c'est là qu'on voit qu'un tel outil qui est basé sur une logique, un modèle transformer, va venir avaler une quantité phénoménale d'informations. GPT-4, qui est la base actuelle sur laquelle on fonctionne, va digérer près de 2000 milliards d'éléments d'information et d'éléments de langage. Et donc, pour pouvoir faire en sorte que les métadonnées liées à une œuvre martiniquaise puissent émerger à travers l'interrogation d'une banque si monstrueuse, doit être particulièrement bien balisée et faire en sorte qu'on est capable d'aller chercher ces informations liées principalement, par exemple, aux cultures minoritaires. Et nous avons vu dans les dernières semaines, et en fait tu l'as mentionné dans ta première intervention, ce problème où les lecteurs et les lectrices qui visitent Amazon ont commencé à avoir des centaines et de milliers de nouveaux textes un peu étranges, bizarrement écrits, qui en fait avaient été écrits par ChatGPT et qui se vendaient en impression à la demande ou bien en format e-book sur Amazon. Tout le monde a dit, bon, c'est du simple plagiat algorithmique, ça sont des textes qui n'ont aucune valeur littéraire. Mais est-ce que tu penses que, d'après toutes tes recherches, est-ce que tu penses que ces machines-là ou ces systèmes d'IA, d'écriture automatique, peuvent représenter une certaine opportunité pour la littérature, pour la poésie, etc.? Opportunité. C'est quand même un terme qui est assez connoté. Ces ouvrages écrits, disons, avec ChatGPT, constituent un phénomène assez notable, surtout dans des créneaux où il y a beaucoup de ventes, comme le domaine de la romance ou de la fiction militaire. C'est ce qu'on voit notamment sur Amazon. On y voit des glitches techniques, que ce soit dans la langue, dans les référents, dans la cohérence, mais aussi des glitches plus juridiques, certains ouvrages ayant été publiés sous le nom d'auteur ou d'autrice existant. Donc, là, il y a quelqu'un qui a mal fait son boulot, bien sûr, et qui se retrouve en situation assez problématique. Pour prendre le cas d'Amazon, on voit que la compagnie semble vouloir prendre cette réalité en compte en demandant notamment une autodéclaration d'un recours à l'IA générative, ce qui permet d'espérer peut-être éventuellement une meilleure déclaration de la nature des textes. Mais bon, l'opportunité, elle est déjà là parce que c'est clairement un outil d'écriture. Il y a bien des figures impressionnantes de la littérature qui n'oseront pas déclarer qu'ils vont utiliser comme assistant certains outils d'intelligence artificielle, que ce soit comme déclencheur devant une page blanche ou pour pouvoir changer un peu certains tics d'écriture. Mais c'est tout le rapport avec cet outil, c'est une dimension technique qui fait partie du geste même de la création littéraire qu'il faut pouvoir repenser et se demander, nous, comme lectrices et comme lecteurs, est-ce
on souhaite, on exige de savoir si un outil d'intelligence artificielle est derrière les textes que l'on lit. Et si on faisait une traversée large des lectures que l'on peut faire actuellement, on serait étonné de voir la proportion de textes où il y a une petite, même minime contribution de l'intelligence artificielle ou plus importante, mais ça fait partie du décor actuel de l'écriture. Bon, que ce soit des œuvres entièrement écrites par intelligence artificielle, on est dans une zone un peu particulière parce que c'est un peu jouer avec la naïveté des lecteurs qui vont se retrouver devant une œuvre trop peu lisible pour qu'elle soit monnayable, mais on n'a qu'un saut de puce à imaginer pour qu'on ait des œuvres relativement lisibles, satisfaisantes dans des genres littéraires où il y a pas beaucoup d'investissement du style ou de l'esthétique de l'écriture, donc des genres peut-être davantage de culture populaire et où on va voir ce phénomène-là se mettre en place de façon beaucoup plus large. Merci René. Et maintenant, une question pour Lié. Je me souviens, Lié, d'un échange qu'on avait eu il y a quelques années où tu m'avais expliqué que pour comprendre la situation de l'IA au Sénégal et en Afrique en général, il fallait euh, prendre en compte un certain déséquilibre qu'il y a entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ce problème? Oui, bien sûr. En fait, ce qui se passe, enfin, la disparité entre l'Afrique francophone et anglophone, elle est due à deux points. C'est d'abord la barrière linguistique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les principales différences, enfin, les principales plutôt ressources et avancées en IA sont en anglais, ce qui peut poser donc des défis pour les pays francophones en termes d'accès à la formation et à la recherche. Et le deuxième point, c'est vraiment l'accès aux données. Donc, les pays francophones peuvent être confrontés à des défis du coup liés à la disponibilité des données en français et ça entrave du coup le développement des modèles d'IA en français. Enfin, pour la petite expérience, au Sénégal, la langue nationale officieuse, c'est le Wolof. Donc aujourd'hui, il y a des startups qui essayent de mettre en place la traduction entre le Wolof, le français et l'anglais, par exemple. Et donc, du coup, le principal, j'ai envie de dire, défi, c'est de mettre en place une base de données en Wolof. Et on le voit, en fait, on le voit dans les activités de tous les jours. Le fait de récupérer des données, de les centraliser et de faire en sorte que ce soit des données de qualité, c'est un réel défi aujourd'hui pour les pays francophones ou bien les pays qui ont des langues en local. En général, je voulais te demander ton avis par rapport à tous ces acteurs du monde du livre. En général, peut-être ils peuvent être des startups culturelles qui indirectement travaillent dans le domaine de l'écriture, de la littérature, euh, et qui se trouvent dans les pays du Sud, non seulement en Afrique, mais aussi en Amérique latine, au Moyen-Orient, en Inde. Comment pouvons-nous trouver un chemin, notre chemin, ceux qui venons de pays du Sud, dans un monde IA qui est tellement concentré dans les mains d'un nombre très très limité d'acteurs qui viennent de deux ou trois pays, c'est-à-dire les États-Unis, la Chine, le Royaume-Uni, peut-être quelques autres. Mais comment trouver notre propre chemin, construire nos propres solutions, euh, ceux qui venons de pays du Sud? Alors, je pense que déjà, le premier point, au-delà de tous les autres moyens, en tout cas, pour pouvoir, j'ai envie de dire, démocratiser du coup l'intelligence artificielle dans les pays du Sud, c'est de faire partie du débat, en fait. Il ne faut pas que les pays du Sud se disent, OK, on n'a pas les infrastructures, en termes de développement, on est encore au niveau où on cherche à avoir l'énergie, l'eau, etc. Donc, on ne fait pas partie du débat. Et on laisse le débat entre enfin, peut-être les États-Unis, la Chine et quelques pays d'Europe. Je pense que ça, c'est le premier point. Il faut vraiment faire partie du débat. Aujourd'hui, je sais qu'en Afrique, peut-être parfois plus en Afrique anglophone que francophone, mais les pays commencent à proposer des stratégies nationales d'intelligence artificielle
pour en parler, poser le problème, voir comment le pays peut avancer et surtout comment le pays peut bénéficier de la technologie. Donc, aujourd'hui au Sénégal, par exemple, et en Afrique de l'Ouest, on a le Sénégal et le Bénin, il me semble, ils ont lancé depuis le 14 septembre donc la stratégie nationale sur l'intelligence artificielle. Et dans cette stratégie, il y a quelques points qui reviennent et qui permettent un peu d'avoir notre chemin, j'ai envie de dire, dans l'intelligence artificielle, malgré qu'il y ait des pôles, des acteurs majeurs dans le monde. Donc, un des points, c'est vraiment d'investir dans l'éducation. Donc, nous, on sait que nous, un de nos points faibles, c'est vraiment la formation, l'éducation, etc. Et donc, ce qu'on essaie de faire, c'est de pousser, que ce soit les gouvernements, les institutions académiques, les entreprises, à investir dans la formation et l'éducation, donc particulièrement en IA. Et donc, du coup, ça veut dire derrière qu'il y a des programmes de formation, il y a l'octroi de bourses, le développement de partenaires avec des experts, pas seulement au Sénégal, mais partout dans le monde entier. Donc, l'idée, c'est vraiment de collaborer, donc d'être en partenariat avec les États-Unis, la Chine, donc des pays qui ont déjà fait leurs preuves pour pouvoir développer l'intelligence artificielle dans nos pays. Un des deuxièmes points, c'est vraiment le soutien aux startups et à l'innovation. Donc, en fait, c'est d'encourager l'entrepreneuriat et l'innovation dans le domaine de l'IA. Et donc, pour le faire, il faut que les gouvernements subventionnent ces entreprises-là, qu'il y ait des incubateurs, qu'il y ait un soutien financier et aussi que la régulation permettent d'améliorer en tout cas le cadre, enfin de rendre le cadre plus favorable pour ces startups-là. On a vu par exemple qu'en Tunisie, ils ont adopté une loi Startup Act qu'on a adopté aussi au Sénégal et donc du coup, enfin, ça aide un peu à avoir un environnement qui soit beaucoup plus favorable pour le développement des startups. L'autre point, c'est tout ce qui est open source et ressources accessibles. Donc, pour ces pays, d'utiliser des outils et des ressources d'IA qui sont open source, qui sont largement accessibles et abordables, d'encourager la communauté locale donc dans nos pays à contribuer aussi à ces projets, de promouvoir tout ce qui est diversité et l'inclusion donc dans le domaine de l'IA, donc en encourageant surtout les femmes, j'en ai parlé plutôt les femmes et d'autres communautés qui sont sous-représentées à participer au développement de l'intelligence artificielle. Lors de l'élaboration de la stratégie nationale, on a vu aussi qu'en fait, pour nos pays, il faudrait qu'on se concentre plutôt sur le développement de cas d'utilisation en local. Donc, d'identifier des cas pratiques d'utilisation de l'intelligence artificielle qui répondent à des besoins en local et qui ont un impact significatif en local. Donc, ça peut être le défi du développement, la gestion des ressources naturelles, l'agriculture de précision, la santé au niveau du secteur public, etc., etc. Donc, en fait, il y a des problèmes locaux spécifiques à nos pays que les autres pays n'ont pas forcément, sur lesquels on peut utiliser l'intelligence artificielle pour apporter une solution. Et surtout, je pense, le dernier point, on en a un peu parlé, c'est de soutenir le multilinguisme. Donc, c'est de développer des solutions d'IA, donc dans différentes langues locales, pour répondre aux besoins spécifiques des populations. Donc, voilà en gros quelques points qui permettent en fait de naviguer et de rendre l'IA un peu plus démocratique. Même si derrière, ça veut dire qu'il y a des prérequis comme l'infrastructure, l'accès à Internet en haut débit, enfin, les data centers, etc., qu'on doit mettre en place. Donc, je parle d'infrastructure, mais aussi tout ce qui est éthique, donc avec les biais au niveau des algorithmes ou bien des données. Donc, tout ce qui est prérequis à mettre en place avant de pouvoir, bien sûr, développer ces différentes pistes que je propose. Merci beaucoup, Lié. Et Alexandra, je voulais te demander, par rapport à la France, si tu peux nous donner un... Octavio, ton micro est coupé. Octavio. Ah, désolé. Oui, par rapport à la France, Alexandra, est-ce que tu pourrais partager quelques idées ou tendances de comment est la situation actuelle? Alors, vous avez peut-être vu dans la presse aujourd'hui, hier soir, la première ministre française a nommé un comité stratégique sur l'intelligence artificielle. C'était annoncé déjà depuis elle l'avait annoncé
depuis déjà quelques semaines et le président de la République l'avait également annoncé finalement à Vivatech, donc au grand salon international Vivatech avant l'été. Donc, c'est quelque chose qui était très attendu et donc la liste des experts est sortie hier soir et donc il est question aujourd'hui eh bien, de s'intéresser aux impacts, aux différents impacts de l'intelligence artificielle en France et de pouvoir contribuer, bien sûr, à la stratégie nationale française sur l'intelligence artificielle par des mesures qui pourraient être très opérationnelles, voilà, et d'éveiller aussi le monde politique sur un certain nombre de difficultés que les secteurs rencontrent. Alors, on a parlé de plusieurs difficultés. Il y a bien sûr le sujet des discriminations, des biais, mais il y a aussi beaucoup le sujet de l'emploi, de la destruction de l'emploi, la transformation de l'emploi et donc la formation qu'on doit impérativement accompagner ce mouvement d'émergence et de mise à disposition de l'intelligence artificielle. Il y a toutes les questions de culture. Évidemment, aujourd'hui, on en a beaucoup parlé parce on baigne dans la culture. Et donc, il y a ce sujet notamment des inputs, mais aussi des outputs. Et puis, il y a le sujet de la transparence de manière beaucoup plus générale, qui est un sujet aussi de démocratie, hein, la transparence, parce que il est important pour nous, citoyens, qu'on sache voilà, comment a été obtenu ce résultat, quels sont est-ce que ce résultat a été produit par une intelligence artificielle ou par une intelligence humaine? Ça peut avoir un sens pour la démocratie, pour le citoyen, pour le consommateur également. Donc, on voit bien qu'on est au confluent de plusieurs droits. Il n'y a pas que le droit d'auteur, il y a aussi le droit de la consommation, il va y avoir du droit du travail, du droit de la concurrence, des agissements parasitaires aussi, du parasitisme parfois. Donc, c'est une mission, vous l'avez compris, qui est très transversale, très large, très opérationnelle. On est une quinzaine d'experts d'horizons vraiment très, très différents à travailler ensemble. Et voilà, on commence et on produira des recommandations ou en tout cas, on donnera notre avis et puis ensuite, évidemment, le politique jugera si c'est pertinent ou si ça ne l'est pas. Merci Alexandra. Et il nous reste encore une quinzaine de minutes. J'aimerais vous poser une question aux trois, à vous trois, avant de donner la parole au public. Une question assez générale et la question est la suivante. À votre avis, en ce qui concerne l'IA et l'édition, que nous réserve l'avenir? D'ici 5 à 10 ans, où pensez-vous que nous en serons? Domination totale de la part des big tech, donc les GAFAM, chômage généralisé, ou bien collaboration entre le monde du livre et les startups d'IA, ou un nouvel âge d'or pour la culture écrite? Qu'en pensez-vous? Alors, moi, je veux bien commencer parce que moi, j'ai une nature toujours très optimiste. Je déteste les discours catastrophistes. Je trouve qu'on a plus de sens à tenter de trouver des solutions plutôt euh, voilà, qu'à devenir enfin, des devins parce que finalement, on n'en sait rien. Moi, ce que je crois important aujourd'hui, c'est que on soit accompagné dans cette évolution. On ne pourra pas arrêter de toute façon la technique, on ne pourra pas stopper la mise à disposition des IA génératives, on ne pourra pas passer le sens de l'histoire aujourd'hui, on le voit bien. Mais en revanche, il appartient, il me semble, aux politiques, aux autorités intergouvernementales, eh bien, de réguler, de réglementer aussi parfois, ou d'accompagner, mais ça passe aussi par la norme, hein, l'accompagnement, la formation tout au long de la vie, c'est-à-dire la formation des gens qui sont déjà en poste, mais aussi la formation des enseignants pour pouvoir éduquer nos enfants aux usages de l'intelligence artificielle, pour pouvoir aussi intégrer
dans les programmes ces usages. Bref, moi, je crois fermement qu'on ne doit pas opposer systématiquement des valeurs ou des tendances, mais qu'on doit toujours chercher la meilleure manière de les concilier, de les accompagner. Et donc, je continue à être par nature optimiste. Puis je préfère finalement être optimiste et souriante que catastrophée de manière générale. Voilà. Merci Alexandra. René ou Dié? Oui, je peux y aller. On a souvent une approche de ces périodes de transformation, un peu comme chez Victor Hugo, ceci tuera cela. Et le parallèle que je pourrais faire, qui n'est pas très loin, mais qui nous intéresse du point de vue éditorial, c'est la montée du livre numérique. On a eu l'impression que le livre numérique viendrait tuer le livre et que ce serait une catastrophe. Bon, le livre numérique n'a pas pris une place aussi importante qu'on le croyait, mais on l'a surtout vu s'installer dans des usages particuliers et a aussi forcé le monde de l'édition traditionnelle à se réinventer. Donc, le livre numérique, on le voit beaucoup chez les personnes âgées qui vont lire sur une tablette pour pouvoir agrandir le caractère, ne pas avoir à se déplacer à la bibliothèque municipale ou dans des usages scientifiques. À l'université, on passe notre temps à télécharger des articles et des ouvrages pour pouvoir les consulter rapidement. Donc, c'est une spécialisation qui arrive. Et par ailleurs, si on avait tendance à produire de façon industrielle et un peu moche des livres à la fin du 20e siècle, on voit que la montée du livre numérique réaffirme le besoin d'un soin apporté à la matérialité du livre. Donc, des meilleurs papiers, un respect écologique, un graphisme plus soigné. Et donc, on voit que à tout malheur, une chose est bonne, il y a toujours une transformation qui est opérée. Si je me fais futurologue, je dirais que dans quelques années, on ne parlera plus d'intelligence artificielle parce que ce terme-là recouvre déjà une variété extrêmement importante d'outils qui agissent de façon complètement différente selon les milieux où il est utilisé. Et donc, ça va s'intégrer dans nos outils en fonction de personnes, d'opérateurs qui vont les utiliser à partir d'usages qui vont se baliser et faire en sorte qu'on ne sera pas victime de l'outil. Mais cet outil-là va devoir être maîtrisé et le rappel de la formation tout au long de la vie dont parlait Alexandra, il est capital puisque c'est un enjeu de littératie, c'est un enjeu de transformation de nos façons de faire, des usages professionnels, de la façon dont ça intervient dans notre quotidien. Et ce sera simplement de voir de quelle façon nous, avec notre fonction critique qui est la nôtre et qui est toujours capitale, nous allons dire, ben, cet outil-là, il est utile dans tel ou tel usage, il a tel ou tel biais, mais on sait l'utiliser. De la même façon que le marteau peut nous servir à nous écraser le pouce, mais il peut aussi rendre service. Ben, il faut pouvoir être capable de bien le maîtriser et de l'intégrer dans nos usages quotidiens. Merci René. Dié? Alors, je pense, rater la question. Si tu peux juste répéter, mais globalement, je pense l'avoir compris. Oui, c'est savoir quel est ton avis ou ton anticipation de l'avenir d'ici 5 à 10 ans, où est-ce que nous en serons? S'il s'agit d'une domination totale des GAFAM ou une diversité plus grande dans le marché du livre et en général dans le marché de l'IA. Alors, je pense que, enfin, je vais peut-être rejoindre mes co-débatteurs. L'IA, pour moi, c'est un outil complémentaire, en fait. Ça va nous permettre d'être plus efficaces dans nos tâches de tous les jours. Après, c'est vrai qu'il y a des prérequis, c'est-à-dire qu'il faut que les gens comprennent ce que c'est. Donc, toute cette partie éducation, sensibilisation, comment ça marche, que les gens gardent cet esprit critique dont tu as parlé, René, il me semble. Donc, qu'ils puissent savoir un peu qu'est-ce qui vient de l'IA, qu'est-ce qui vient pas de l'IA, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir cette compréhension de l'outil. Mais pour moi, l'outil devrait permettre, surtout dans nos pays en Afrique, de peut-être combler un certain gap qu'on a
et donc de permettre d'avoir des cas d'usage qui permettent aujourd'hui de faire avancer les populations, d'améliorer leur vie de tous les jours, en fait, tout simplement. Donc pour moi, dans 10 ans, 20 ans, je ne suis pas du courant qui dit qu'il y aura une IA générale qui va remplacer tout le monde, etc. Ce n'est pas mon point de vue du tout. Mais pour moi, ça sera une IA qui soit plus efficace et qui puisse travailler main dans la main avec les hommes. Et derrière, aujourd'hui, pourquoi on est dans nos sociétés, on essaye toujours d'améliorer, d'avoir des outils, etc. C'est vraiment pour atteindre, selon moi, une certaine prospérité, en fait, de pouvoir mieux se développer en tant qu'être humain, de pouvoir peut-être mieux souder nos liens, etc. Et aujourd'hui, ces outils nous donnent quand même plus de temps pour pouvoir faire autre chose, plus peut-être de créativité ou autre chose. Mais en tout cas, ça nous donne plus de temps pour repenser et réinventer nos sociétés en accord avec nous-mêmes. Donc, je suis optimiste. L'IA ne va pas tous nous détruire. Mais derrière, je pense qu'il faut voilà, qu'on puisse savoir comment travailler avec l'IA, qu'on puisse être beaucoup plus adaptable parce qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Il faudra peut-être avoir des compétences pour apprendre très rapidement, s'adapter très rapidement. Et puis voilà, donc juste être conscient de ces points-là, mais rien de catastrophique, j'espère. Merci Didier. Il nous reste peut-être 5 minutes, 10 minutes maximum pour quelques questions. Il y a une question qui est apparue sur le chat de Jill. Est-ce qu'une IA peut détecter quelques bases, quelle base ou quel langage a été utilisé pour la génération d'un texte? Peut-être Didier, si tu veux. Alors, la question, c'est de savoir, est-ce que l'IA peut savoir quelle base de données a été utilisée pour pouvoir générer un texte, c'est ça? Alors, Oui, oui. en l'état, enfin, j'ai envie de dire oui et non, en fait. J'ai envie de dire oui et non, dans le sens où parfois les IA sont des propriétés, enfin, d'entreprises, etc. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément cette main, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas quelles sont les bases de données qui sont utilisées. Et donc, du coup, ça m'étonnerait qu'il puisse y avoir un accès à ces bases pour savoir d'où vient tel texte qui a été généré, etc. Parce que ce sont des boîtes noires, entre guillemets. Maintenant, si c'est ouvert et qu'il y a cette transparence, derrière, c'est possible peut-être d'aller voir, de rechercher et de voir d'où ça vient. Mais donc, en faisant un peu du rétro-engineering, mais j'ai envie de dire oui et non, en fait. Ça va dépendre de la situation, de quelle IA dont on parle, est-ce que c'est propriétaire, est-ce que les bases de données sont ouvertes ou pas, est-ce qu'il y a cette transparence. Donc, je dirais oui ou non. Parfait, merci Didier. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires? Est-ce que tout le monde est là? Tout le monde est là, Octavio, et je Oui. regarde s'il y a des mains levées, s'il y a des questions. N'hésitez pas. Il y a des réactions dans le chat qui disent que c'était très intéressant. Ben, je ne sais pas si, Laurence, tu veux peut-être poser des questions ou on ferme la table ou... Je propose, s'il n'y a pas d'autres questions, qu'on libère l'équipe d'interprètes qui doit être absolument fatiguée après presque 4h30 d'interprétariat non-stop. Oui, oui. Ah, si je Ah, vois, pardon, Octavio, je vois qu'il y a une question de oui. Dulermus. Oui, j'ai une question. Merci. Alors, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez? Très bien. Bien. Alors, merci pour cette table ronde sur l'intelligence artificielle. J'ai écouté tout à l'heure une question qui a porté sur euh, une question d'éventuelle opportunité que représenterait et l'intelligence artificielle. Moi, j'ai un souci avec euh, cette, cette affaire d'intelligence artificielle
et surtout en ce qui concerne son utilisation euh, dans le domaine littéraire, par exemple, pour la littérature. Et peut-être que c'est un, ça peut être bien et en sciences, être très utile pour des gens, par exemple, qui veulent faire une recherche vite fait ou bien qui ont, je sais pas. Mais côté littéraire, par exemple, j'ai un souci. Je crains que ça ne remette pas en question tout ce a été fait, par exemple, en termes de production littéraire. Je prends un exemple. Et ma collègue, on a essayé de faire un petit jeu, ma collègue militaire et moi, et récemment, et sur GPT, comment ça? GPT, en fait, un truc d'intelligence artificielle. On est en train de faire un livre là, pour enfants. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit qu'on va vérifier, on va essayer de voir, comme le livre n'existe pas encore, on va faire une recherche sur l'auteur pour voir qu'est-ce que GPT peut nous proposer comme information sur ce livre qu'on va faire. On a mis le titre du livre, on a mis le nom de l'auteur, et comme ça porte sur un auteur qui est connu dans l'espace francophone, on a été étonné de voir que JPA et le truc, je sais plus comment ça s'appelle, l'intelligence artificielle, nous a donné tout un ensemble d'informations à propos du livre qui n'existe pas encore, qu'on n'a même pas encore publié, c'est pas encore public, rien du tout, sur l'auteur en question, l'auteur du livre, et aussi sur cet auteur-là, et pour qui on fait la bibliographie. Alors là, je me dis, mais un enfant, par exemple, de 10 ans ou bien de 12 ans, qui est à l'école primaire, et puis qui tombe sur ça, et voilà, et ça lui tombe entre les mains. Comment gérer tout ça et est-ce que c'est pas en même temps la fin euh, en quelque sorte, est-ce que ce serait plus nécessaire d'avoir des profs, fermer les écoles et, finir avec cette histoire de recherche pointilleuse et tout ça, puisqu'on a l'IA qui est là et qui peut qui peut substituer le travail, par exemple, que moi, que je fais comme chercheur, comme éditeur, comme, voilà, moi, c'est ça, c'est là mon souci avec l'intelligence artificielle. Merci beaucoup. Peut-être, je ne sais pas, René, si tu veux répondre ou... C'est sûr que ça fait partie des enjeux d'utilisation de l'outil, au sens où on sait actuellement, pour les personnes qui ont un peu étudié la question, qui s'intéressent aux outils d'intelligence artificielle, qu'il y a toutes sortes de distorsions. Je m'amusais dans une de mes classes à faire générer une liste d'œuvres de littérature québécoise et ça donnait des aberrations. Donc, des auteurs suisses ou français qui étaient tout à coup rapatriés dans le corpus québécois. Ça fait rigoler les étudiants, les étudiantes. Mais on est aussi dans cette progression de l'outil qui gagne de plus en plus en précision, mais qui doit être encadré au sens où on doit faire comprendre ce dont il s'agit. De la même façon, ou si vous cherchez une recette de sauce béchamel sur Google, ben vous allez avoir toutes sortes de versions, certaines délirantes, certaines intéressantes, avec des ingrédients que vous n'avez pas, mais il faut pouvoir encadrer l'outil. Et c'est cette littératie, cet accompagnement, cette
cette précaution que l'on peut avoir pour les usagers divers que l'on accompagne, qu'il faut pouvoir développer la, le sens critique. Et il me semble que c'est probablement un des meilleurs terrains d'exercice de ce sens critique que de placer les gens face à de tels outils. Évidemment, ce n'est pas la vérité qui sort de ChatGPT, mais il faut pouvoir être capable de bien associer le bon cadre de lecture à cet outil-là. Merci René. Oui. Il y a une dernière main levée, peut-être une dernière remarque, question, et puis on va devoir arrêter. Oui, merci beaucoup tout le monde. Je ne savais pas qu'on pouvait intervenir vocalement, donc c'est pour ça que je n'avais pas levé la main. Oui, en tout cas, merci beaucoup pour vos échanges. J'ai vu qu'on est beaucoup plus allé sur du technique que sur du littéraire. Et effectivement, ça, je pense que c'est le gros challenge de ce genre d'échange quand on parle d'intelligence artificielle. Alors, je voulais juste préciser ma question, en fait. C'est vrai que, de mon point de vue, il ne faut pas aller dans le sens d'un Elon Musk où il faut freiner l'évolution. J'ai plutôt tendance à suivre des positions comme celle d'Asma Mala où c'est quand même une technologie qui avance, donc il faut avancer avec, il faut que l'environnement évolue. Donc, la question est-ce qu'une intelligence artificielle peut déterminer en fait quel langage ou quelle base a été utilisée par une autre intelligence artificielle? En fait, c'est surtout pour savoir s'il est possible en fait d'essayer d'avoir une certaine transparence à travers justement l'utilisation des intelligences artificielles. Ou alors peut-être rendre obligatoire le fait d'être transparent, parce que si effectivement on va aller vers des problèmes de propriété intellectuelle dans la mesure où les données qui seront utilisées, on ne sait plus si c'est ces propriétés ou c'est des données qui ont été désagrégées, réagrégées. Est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir plutôt à essayer de rendre comment dire, obligatoire, justement, de ne pas autoriser en fait, des intelligences qui soient propriétaires? Voilà, c'était ma question, merci. Moi, je pense qu'Alexandra a dû partir et je pense que c'était plutôt pour elle la question. Si Dié ou René veulent intervenir ou peut-être sur ce point. Peut-être rapidement, mais je pense que c'est vraiment des réponses d'ordre peut-être réglementaire plus qu'autre chose. Mais sur la partie technique, rien n'empêche aujourd'hui peut-être de faire cette reverse engineering là, pour savoir d'où viennent les bases de données. Maintenant, je sais que pour avoir travaillé comme experte à l'UNESCO pour l'évaluation de la maturité de l'IA au Sénégal, l'UNESCO, à travers cette recommandation sur l'éthique de l'IA, promeut ces aspects d'inclusivité, mais aussi de transparence, en fait. Donc, comment mettre en place des outils qui permettent d'être beaucoup plus transparents sur les systèmes IA. Donc, ça fait partie des recommandations et ces recommandations ont été ratifiées, il me semble, par plus de 180 pays à travers le monde. Donc, la discussion est en cours, il y a des choses qui se passent. Maintenant, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments de réponse qui vont venir plutôt de la réglementation que de l'aspect technique. Merci beaucoup. Merci Dié. Donc, on peut clôturer la table. Merci beaucoup à nos panélistes, Alexandra, Dié, René. Merci à tous et à toutes d'être venus. Et bon, on vous attend dans la prochaine session. Et merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci beaucoup à tout le monde.